Bonjour chers élèves, dans ce premier cours de mécanique dans lequel je vais parler des lois de Newton. Donc on va introduire la notion de repère cartésien, repère de freinée. On va introduire la notion de la vitesse, de l'accélération dans chaque repère. On va rappeler les lois de Newton. Ensuite, on va essayer de décrire les mouvements classiques, mouvements uniformes, mouvements uniformément accélérés, mouvements circulaires, quels sont les différents types de courbes qu'on vous donne à l'examen et aux exercices, quelle information on peut déduire à partir de ces courbes, et je terminerai par un exercice d'application. Donc vous savez qu'un mouvement, un point quelconque de l'espace, G, on peut le repérer par trois coordonnées, soit les coordonnées cartésiennes x, y, on fait la projection du point dans le plan xy, et la projection du point sur l'axe des x me donne x, ensuite celui-là y, et sa projection sur z me donne z. Donc la base cartésienne c'est ijk, et le vecteur OG, on peut l'écrire xi plus yj plus zk. Mais souvent, lorsqu'on traite un mouvement qui n'est pas linéaire, on utilise ce qu'on appelle le repère de freinée. Et le repère de freinée, un point G quelconque, on le repère par rapport à une origine oméga par cette longueur-là, la longueur de la courbe. Et cette longueur-là, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne, est égale à la longueur de oméga G. Donc la longueur de oméga G, c'est ce qu'on appelle l'abscisse curviligne, c'est l'équivalent de la distance OG pour les coordonnées cartésiennes. Un cas particulier de ce mouvement, c'est ce qu'on appelle un mouvement circulaire. Un point M, par exemple, démarre à partir de cette position M0 à l'instant t égale à 0. À l'instant t1, il se trouve à l'instant au point M1. Quelle est la distance parcourue par le point M? C'est cette distance-là, S. Et dans un cas d'un mouvement circulaire, S, c'est tout simplement le rayon fois l'angle. L'angle, c'est l'angle décrit par la particule pendant son déplacement. Donc ça, c'est, et souvent, on va travailler avec le mouvement circulaire, mais on peut travailler avec un mouvement qui n'est pas circulaire, et on va définir la vitesse et l'accélération dans ce repère de freinée ou bien dans le repère cartésien. Bien, ce qu'on appelle le repère de freinée, c'est un repère qui est formé par deux vecteurs unitaires. Un vecteur qui est toujours tangent à la trajectoire, c'est ce qu'on appelle la composante tangentielle. Il y a un vecteur qui est dirigé, qui est normal à la trajectoire, c'est ce qu'on appelle le vecteur normal. Et vous voyez bien, si le point M se trouve là, le repère va se retrouver ici. Donc c'est ce qu'on appelle un repère mobile. Par contre, le repère cartésien, il est fixe. Le point G, il est là ou bien là. Toujours IJ sont fixes, il ne bouge pas avec le point. Donc le repère de freinée, c'est un repère mobile qu'on utilise tout simplement pour projeter certaines relations. Bien, commençons par définir la vitesse et l'accélération dans chaque repère. Dans le repère cartésien, par définition, la vitesse, c'est la dérivée de la position au G par rapport au temps. Donc rappelez-vous, on va travailler juste dans le plan par exemple. La distance au G, c'est égal à x suivant i plus y. Bien sûr, y va dépendre du temps et x dépend du temps suivant j. Et la vitesse, c'est la dérivée de ce vecteur par rapport au temps. Ça me donne d de x sur d de t, parce que i c'est constant, sa dérivée est nulle, plus d de y sur d de t. Eh bien, la vitesse d de x sur d de t, c'est ce qu'on appelle la vitesse, la projection de la vitesse suivant l'axe des x. V de y, c'est la dérivée de y par rapport au temps. Donc c'est un vecteur qui a pour module v de x au carré plus v de y au carré. D'accord? Notez bien, en chaque point, pour représenter la vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Donc si le sens de mouvement est ici, on me demande de représenter la vitesse ici, ça sera comme ça. Un cas particulier, bien sûr, si vous avez un mouvement rectiligne qui se fait suivant une direction linéaire, et bien sûr, dans ce cas-là, la vitesse, elle est tangente. Par exemple, si je veux représenter la vitesse ici, bon, j'utilise une autre couleur. Si je veux représenter la vitesse en ce point, ça sera un vecteur qui est comme ça. Voilà le vecteur vitesse. Donc, deux choses à retenir. La vitesse, c'est la dérivée du vecteur position. Bon, un exemple. Supposons que OM est égal à 3t suivant
fois t carré suivant i, allez, plus t suivant j. Quel est le vecteur vitesse dans ce cas-là? Le vitesse, c'est la dérivée de ça par rapport au temps, c'est-à-dire 6t suivant i, plus la dérivée de t1 suivant j. Donc voilà le vecteur vitesse. Et son module, bien sûr, c'est racine carrée de 6t au carré, c'est-à-dire 36t au carré, plus 1. Plus 1 au carré. Bien. Dans le repère de Freinet. Pour le repère de Freinet, bon, repère de Freinet, voilà, je vais agrandir un peu. Voilà. Dans le repère de Freinet, voilà ce qu'il faut savoir. Donc, je disais tout à l'heure, la position du poids M est repérée par l'abscisse curviligne. S est égal à R fois θ. R, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Dans le cas d'un mouvement circulaire, c'est le rayon. Mais dans le cas général, c'est pas le rayon si c'est pas un mouvement circulaire, le rayon n'est pas constant. Eh bien, la vitesse est égale à la dérivée de S par rapport au temps. Donc, la vitesse, c'est la dérivée de S par rapport au temps. Si le mouvement est circulaire et uniforme, vous avez bien sûr Fv est égal à R fois θ. Et donc, la dérivée de la vitesse, S, je fais ça en direct. Donc, S, c'est R fois θ. Donc, la dérivée de S par rapport à t, le rayon est constant, ce sera R d de θ sur d de t. Et d de θ sur d de t, c'est ce qu'on appelle R oméga. Donc, il est égal à R oméga. Donc, la vitesse, il est toujours tangent à la trajectoire. Donc, là aussi, c'est les tangents. Si le mouvement circulaire se fait dans ce sens-là, voilà la vitesse. Il est tangent au cercle. Donc, la vitesse, dans le repère de Freinet, elle est toujours suivant la trajectoire. Tangente à la trajectoire. Bien, maintenant, on va définir l'accélération. L'accélération dans le repère cartésien, c'est tout simplement A, c'est la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc, rappelez-vous, la vitesse, c'est la dérivée du vecteur position au m par rapport au temps. Si je dérive une deuxième fois, je trouve l'accélération, qui a pour composante x seconde, y seconde, z seconde, et le module, c'est racine carrée de ax carré plus y carré plus z carré. Je prends un exemple. Prenons x est égal à t carré au m, pardon. On va aller prendre un exemple au hasard. Prenons un vecteur au m qui est donné par t carré suivant i plus t suivant j. Quel est le vecteur vitesse? C'est la dérivée de ce vecteur par rapport au temps. Il va me donner 2t fois i plus j. Quelle est l'accélération de cette particule? La dérivée de 2t, c'est 2 suivant i. Plus la dérivée de 1, c'est 0. Donc l'accélération, ça sera 2 suivant i. Dans le repère de Freinet, donc l'accélération possède en général deux composantes. Une composante tangentielle et une composante normale. La définition, voilà ce qu'il faut retenir. La définition de la composante tangentielle, c'est la dérivée du module de la vitesse. Notez bien. V, c'est le module du vecteur vitesse. Par exemple, ici, c'est quoi le module de vecteur vitesse? Le module de V, dans cet exemple, c'est racine carrée de 4t carré, 2t au carré, c'est 4t carré, plus 1. Donc, si je veux déterminer son accélération tangentielle de le repère de Freinet, je dérive cette quantité par rapport au temps. Et l'accélération normale, qui est dirigée suivant la normale, par définition, c'est le module de la vitesse au carré divisé par ρ. Ρ, c'est ce qu'on appelle le rayon de courbure. Donc, ρ, c'est le rayon de courbure. Bien. Que deviennent ces relations dans le cas d'un mouvement circulaire et uniforme? Bon, je vais faire un petit schéma. Si le mouvement est circulaire et uniforme, voilà. Imaginons, vous avez ici une particule qui se déplace sur un cercle. Voilà. Donc voilà, mettons le sens du mouvement est celui-là. Vous avez le vecteur U tangentiel, U normal. Par définition, un mouvement circulaire, on a dit S est égal à R fois θ. La vitesse est égale à R fois oméga. Si le mouvement est uniforme, mouvement uniforme. Uniforme, ça veut dire tout simplement le module de la vitesse égale à une constante. Donc, dans ce cas, l'accélération tangentielle, bon, bien sûr, le vecteur vitesse, si on va le représenter, ça sera un vecteur
qui est tangent à la trajectoire. Ça, c'est la vitesse. Ça, c'est la vitesse. Maintenant, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée du module de V par rapport au temps suivant la tangente. Et puisque le module de V égale à 0, l'accélération tangentielle égale à 0. Donc, il ne nous reste que l'accélération normale qui est égale à V carré sur le rayon du cercle. Ou bien en module, ce sera en vecteur, c'est A V carré sur R. Donc, voilà, le cas de mouvement circulaire est uniforme. Donc, en général, vous avez 3 cas de mouvement, ce qu'on appelle un mouvement accéléré, un mouvement retardé et un mouvement uniforme. Quand est-ce qu'on parle d'un mouvement accéléré? Si on vous dit déterminer la nature du mouvement, il faut toujours calculer le produit scalaire de A fois V. Et je vous rappelle, le produit scalaire de deux vecteurs, c'est le module de A fois le module de B, mandam, fois le cosinus de l'angle entre A et V. Donc tout dépend de l'angle, de cosinus de l'angle. Si le cosinus est positif, vous avez un mouvement accéléré. Si le cosinus est négatif, vous avez un mouvement retardé. C'est le cas ici. Vous voyez l'angle ici, il est supérieur à pi sur 2, donc le cosinus est négatif, donc c'est un mouvement retardé. Si le cosinus est égal à 0, ça veut dire θ égale à pi sur 2, vous voyez bien que l'angle entre la vitesse et l'accélération, c'est pi sur 2. Dans ce cas-là, le mouvement est circulaire, est uniforme. Il n'y a pas d'accélération tangentielle, l'accélération se réduit à sa composante normale, et dans ce cas, vous avez un mouvement circulaire uniforme. Voilà les 3 types de mouvements, ce qu'il faut retenir. Et là, je vais vous dire chaque fois de type de cours qu'on vous donne dans les exercices. Donc, il y a ce qu'on appelle mouvement rectiligne et uniforme. Rectiligne, ça veut dire la trajectoire est linéaire. Donc, voilà ce qu'on appelle un mouvement rectiligne. Le point se déplace sur une droite. Uniforme, ça veut dire la vitesse, le vecteur vitesse égale une constante. D'accord? Rectiligne, c'est le module de V. Bon, juste le module de V est égal à une constante. D'accord? Donc, si la vitesse égale à une constante, l'accélération, bien sûr, va être égale à quoi? Dans le cas d'un mouvement circulaire est uniforme, l'accélération, c'est égal à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Si la vitesse égale à une constante, sa dérivée, bien sûr, va être nulle. Donc, l'accélération, elle est nulle. Là, on se déplace suivant une seule droite, donc l'accélération, si on appelle cet axe-là l'axe des x, l'accélération se réduit à sa composante suivant x, à x suivant y. Il a une seule composante. Donc, si la vitesse Vx égale à une constante, donc Ax égale à 0, Vx en fonction du temps, ça sera une constante. Si on vous donne par exemple l'évolution de la courbe de Vdx en fonction du temps, déduire la vitesse, c'est justement cette valeur-là. Si on vous donne x en fonction du temps, dans le cas d'un mouvement rectiligne et uniforme, la vitesse, c'est la pente de la courbe x en fonction du temps. Pourquoi? Parce que si v égale une constante, donc ça veut dire x est égal à v fois t plus x0. Donc x en fonction du temps, c'est une droite. Voilà, x égale à vx fois t plus x0. Donc la pente de cette droite permet de déterminer le vecteur vitesse. Ça veut dire quoi? Un mouvement uniforme, si vous prenez à distance m1, m2, m3, si vous prenez des points espacés avec la même distance, donc le temps qu'a mis la particule, il est le même entre M1 et M2, entre M2 et M3. Voilà ce qu'on appelle un mouvement rectiligne et uniforme. Ou bien si on veut déterminer par exemple la vitesse moyenne, c'est M3 moins M1 sur 2 taux. Taux, c'est le temps mis par la particule entre deux points consécutifs. Qu'est-ce que c'est qu'un mouvement rectiligne uniformément varié? Rectiligne, ça veut dire toujours le mouvement se fait suivant une droite. Maintenant, on a, c'est A qui est égal à une constante. L'accélération qui est égale à une constante. Donc, vous avez l'équation du mouvement, d'accord? Donc, l'équation du mouvement, ça sera x est égal. Donc, si l'accélération est une constante, on va intégrer d'abord pour déterminer la vitesse. Donc, v est égal à a fois t plus v0. Voilà comment on fait. On commence toujours par la donnée. Qu'est-ce qui est constant? C'est l'accélération. Je sais que d de v, bon, supposons que le mouvement se fait suivant l'axe des x, d de v de x sur d de t est égal à a de x. Si j'intègre à cette relation, l'intégrale de d de v sur d de x, c'est a de
x fois t plus v0. Ou bien, si vous dérivez d de v par rapport au temps, vous allez trouver ax. Donc, vous voyez, donc pour passer de là à là, je dérive. Pour passer de là à là, j'intègre. Donc là, je dérive. J'intègre, pardon, là, je dérive. Maintenant, v, c'est égal à quoi? Ça c'est d de x sur d de t. Donc, j'intègre cette relation pour trouver x. L'intégrale de t, c'est t carré sur 2. T carré sur 2. L'intégrale d'une constante, c'est v0 fois t. Et bien sûr, toujours ajouter une constante qu'on appelle x0. Donc, x en fonction du temps, c'est une parabole. D'accord? Maintenant, on vous donne souvent cette courbe-là, v de x en fonction du temps. Et v de x en fonction du temps, c'est une droite. Et la pente de cette droite, c'est l'accélération. Donc, à partir de tangente alpha, on prend deux points quelconques. On calcule delta de v sur delta de t. Et l'accélération, c'est delta de v sur delta de t. Donc, c'est surtout, ou bien si on vous donne l'accélération en fonction du temps, bien sûr, la valeur de l'accélération, elle est donnée. Mais dans ce cas-là, c'est surtout, on vous donne la vitesse en fonction du temps. Bien. Vous avez aussi une relation importante, c'est ce qu'on appelle la relation indépendante du temps. Donc, v de b au carré, si vous prenez deux points, ici un point B et un point A, vous savez que la vitesse au point, ou bien un point A, bon, c'est la même chose, hein, on va prendre le point A et le point B, mais c'est la même chose. La vitesse au point B au carré, moins la vitesse au point A au carré, est égal à 2 fois l'accélération, facteur de cette distance-là. D, c'est la distance AB. Donc, je peux écrire 2D fois A. Vous voyez, cette relation elle est très importante. Si vous avez par exemple un objet qu'on lance avec une vitesse initiale nulle, il va arriver ici avec une vitesse v. Si on vous donne la hauteur h et l'angle alpha, vous allez déterminer d. Et donc, vous pouvez déterminer tout de suite l'accélération. C'est v de b au carré moins 0 est égal à 2a fois d. Donc, vous voyez, la connaissance de la vitesse finale et la vitesse initiale et la distance parcourue permet de déterminer l'accélération. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure. Le produit A fois V permet de déterminer la nature du mouvement. Est-ce qu'il est accéléré, retardé ou bien uniforme? Il suffit de calculer le produit scalaire A scalaire V. Bon, si vous voulez, d'où vient cette relation? Bon, voilà, j'ai fait ici une démonstration rapide. Si vous avez V est égal à A fois T plus V0, vous pouvez déterminer T, c'est V moins V0 sur A. Remplacez T dans l'équation 1 demi AT carré plus V0 fois T plus X0. Voilà, factorisé par V moins V0 sur A. Et ce terme va se réduire à V plus V0. Donc V moins V0 facteur de V plus V0, c'est V au carré moins V0 au carré. Et on retrouve la relation indépendante du temps. Je termine. Bon, j'ai pas encore fini. Là, je rappelle brièvement les lois de Newton. Vous avez trois lois. La première loi, c'est le principe d'inertie. Qu'est-ce qu'il vous dit ce principe? Dans un repère galiléen, si un système est assimilé à un point, d'abord il faut qu'on ait un point matériel, il est soumis à aucune force, donc c'est la somme des forces est égale à 0. Ce principe vous dit que le point il est soit immobile, soit en mouvement, et s'il est en mouvement, il est en mouvement rectiligne et uniforme. Donc, voilà le principe. Donc si la somme de forces est égale à 0, la particule elle est soit immobile, soit en mouvement rectiligne et uniforme. Deuxième loi de Newton, c'est ce qu'on appelle le principe fondamental de la dynamique. C'est celui que vous utilisez tout le temps dans les exercices. Chaque fois, vous allez définir quel est le système étudié, quelles sont les forces appliquées. On vous dit appliquer le principe fondamental de la dynamique. Et ce principe vous dit tout simplement la somme de toutes les forces extérieures qui agissent sur la particule doit être égale à la masse fois l'accélération. Troisième loi de Newton, c'est le principe d'action et de réaction. Si un corps A exerce une force sur le corps B va exercer une force sur le corps A qui est égal à moins FAB est égal à moins FBA. Bon, prenez ça, on va l'utiliser surtout dans les lois de Kepler, la Lune et la Terre. La force exercée par la Terre sur la Lune est égale à moins la force exercée par la Lune sur la Terre, par exemple. Bien. Donc encore quelques indications. Vous avez le poids souvent. Bon là, vous avez un axe. Par exemple, la projection du poids ici, c'est moins mg suivant j.
Si l'axe Z, c'est moins mg suivant k, mais je vais traiter surtout ces deux cas-là. C'est le cas d'un plan incliné d'un angle alpha ici. Vous avez ici l'angle alpha. Les projections de poids, faites attention, elles dépendent énormément de l'orientation de repère. Si j'appelle YX, c'est vers le haut. Vous voyez bien que cet angle d'abord, il se retrouve toujours ici, entre le poids et la perpendiculaire au plan. Donc la projection de P de X, c'est cette quantité-là. Vous voyez bien qu'elle est opposée à l'axe des X. Donc c'est moins mg, côté opposé, c'est sinus alpha. Et PY, c'est cette quantité-là, PY. Donc côté adjacent, c'est cosinus. Comme OY est vers le haut, donc c'est moins mg cosinus. Je vais prendre un autre cas ici, XY. Peu importe, faites attention, il se peut qu'on appelle celui-là X et celui-là Y, il ne faut pas se tromper. Donc juste tout de suite cet angle alpha, le poids P, vous voyez bien que P maintenant possède deux composantes, quelle est sa projection suivant X, maintenant j'ai appelé comme ça au hasard X celui-là, donc c'est cette quantité-là. Donc c'est le côté opposé, c'est moins Px égale à moins mg cosinus alpha, et quelle est sa composante suivant Y, c'est ce vecteur-là. Vous voyez bien, cette fois-ci, il est suivant plus EY. Donc, P de Y, c'est plus mg sinus alpha. D'accord? Donc, voilà comment on projette un vecteur dans le cas du plan incliné. Donc, notez bien, il se peut juste qu'on vous change les appellations. Il ne faut pas se tromper. Je finirai par un exercice général où on va traiter pratiquement toutes les notions qu'on vient de déterminer. On vous dit, voilà l'équation du mouvement d'un point quelconque, x égale à 3 fois t, y égale à 0, z égale à moins 4t carré plus 5t. Donnez l'équation cartésienne de la trajectoire, déterminer l'expression du vecteur position et en déduire sa norme à t égale à 1,5, quelle est la position de cet objet à t égale à 1,5, déterminer le vecteur vitesse et le vecteur accélération lorsque le point se trouve au sommet de la trajectoire, lorsqu'il se trouve dans le plan z égale à 0, déterminer l'accélération au point O et point A dont les abscisses sont 0 et 2 mètres et donner une conclusion. Et ensuite déterminer les composantes tangentielles et normales. Ça veut dire qu'il faut travailler dans le repère de Freinet et déterminer le rayon de courbure au point O et à l'instant t égale à 1,5. Donc là, l'exercice. Donc on va traiter un mouvement qui se fait dans le plan. Voilà, dans le plan O. On va l'appeler ici X et Z. Voilà, on travaille dans le plan Y égale à 0. Donc le plan XZ. Bien. Première question, donner l'équation de la trajectoire. Donc si on vous pose l'équation de la trajectoire, il faut éliminer le temps. Il ne faut pas que le temps apparaisse dans cette équation. Donc on va chercher le temps dans l'équation la plus simple. Si ici par exemple, t est égal à x sur 3. Ensuite, remplacer t ici. Donc z, ce sera moins 4 x au carré sur 9 plus 5 fois t, t fois x sur 3, 5x sur 3. Et donc vous avez z en fonction de x, c'est ce qu'on appelle l'équation de la trajectoire. Le temps n'apparaît plus. Donc là, c'est une parabole. Donner l'expression du vecteur position. Donc vecteur position par définition, c'est x suivant i plus z suivant k. Il suffit de remplacer x par sa valeur et z par sa valeur. Quelle est la position du point M à l'instant t? Donc là, il suffit de remplacer t par sa valeur. Donc vous remplacez t par 1,5, ça vous donne 4,5 suivant i, moins 1,5 suivant j. Quelle est la distance au M? D, c'est la distance du vecteur au M. Par définition, c'est racine carrée de x carré plus y carré. Donc, vous vérifiez le calcul, ça vous donne 4,74. Bien. Maintenant, on va déterminer le vecteur pour x égale à 0. Bon, là, notez bien, on vous dit déterminer la vitesse et l'accélération à t égale à 0. Eh bien, là, il faut revenir sur l'équation de mouvement. On avait x est égal à 3 fois t. Donc, si x égale à 0, automatiquement, t égale à 0. D'accord? Et si t égale à 0, on avait déterminé la vitesse en fonction du temps. Voilà, elle est là. Vous allez remplacer dans cette expression t par 0. Qu'est-ce qu'elle va rester ici? 0. Donc 3 fois i plus 4 fois k. Donc voilà, 3 fois i plus 4 fois k. Donc le module, c'est racine carrée de vx au carré plus vz au carré. 9 plus 16, ça vous donne 25, 5 mètres par seconde.
Maintenant, l'accélération, je dérive la vitesse. Donc, l'accélération, on avait trouvé quoi? L'accélération, c'était constante. Donc, il n'y a rien. Donc, l'accélération, elle est la même, quel que soit le point. Quel que soit le point M. Car le module de A est égal à une constante. Maintenant, pour x égale à 3,5, le même calcul. Donc, si x égale à 3,5, je vais déterminer t. T, c'est x sur 3. Donc, 3,5 sur 3,75 sur 3, ça vous donne 1,25. Ensuite, je remplace dans l'expression de la vitesse v par sa valeur. Voilà ce que je trouve. Et l'accélération, elle est toujours constante. Quatrième question. Comme le vecteur vitesse est constant, suivant z, alors au point O et A, on a la même accélération. Donc vous voyez, conclusion, on vous dit quelle est la conclusion. Vous voyez bien qu'on a trouvé la même accélération au point x égale 0, point x égale 375, car l'accélération est une constante. Maintenant, déterminer, et là il faut faire attention, on va travailler dans le repère de Freinet. On va appliquer les formules que j'ai démontrées tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on a dit? L'accélération tangentielle, et là vous allez comprendre la remarque tout à l'heure, c'est la dérivée du module de la vitesse par rapport au temps. Donc je calcule d'abord le module de la vitesse. Donc rappelez-vous, la vitesse c'était quoi? La vitesse c'est 3i plus 4 moins 8 fois t. 3v c'était 3 fois i plus 8 moins 4 fois t suivant k. Vous voyez bien que le module de cette vitesse c'est vx au carré qui est 9 plus 4 fois t, moins 8 fois t, moins 8 fois t plus 4. Donc ça veut dire moins 8 fois t plus 4 au carré. Et ça vous donne 64 t carré moins 80 t plus 34. Maintenant, l'accélération tangentielle, c'est la dérivée de cette quantité. Et la dérivée de racine de f par rapport à t, c'est f' sur 2 racines de f. Donc, vous dérivez 64 t carré moins sur 2. Ensuite, vous divisez par 2. Ça vous donne 64 t moins 40 sur racine carrée. Voilà l'accélération tangentielle. Ensuite, on nous dit de déterminer la composante normale. Bon, d'après le repère de Fresnel, tous les étudiants vont dire A normal, c'est V carré sur ρ. Je connais V, donc je connais V carré, je divise par ρ. Mais ρ n'est pas donné dans l'exercice. Donc on ne connaît pas ρ. Donc on va utiliser, on va profiter du fait que je connais le module de l'accélération. Je le connais. Et c'est ça qu'on va utiliser. Donc on connaît que le module de l'accélération, c'est la composante normale au carré plus composante tangentielle au carré. Et ça, on a démontré qu'elle est égale à 8. Je connais la composante tangentielle. Je connais le module de A, donc je peux déterminer la composante normale. Donc AN au carré, c'est 8 au carré, 64, moins AT au carré. Je remplace AT par sa valeur, je viens de le déterminer, voilà AT, c'est cette quantité-là. Il y a beaucoup de calculs ici, il faut faire attention. Donc je remplace AT carré par sa valeur, je mets même dénominateur et je trouve la composante normale. Enfin maintenant, je peux déterminer le rayon de courbure. Et par définition, c'est V carré sur ρ. Bon, il y a un peu trop de calculs, c'est plutôt cette partie-là. C'est pour un élève de sciences maths peut-être. Donc ρ, c'est V carré sur la composante normale. Donc V carré, voilà. Je dérive par sur A normal cette quantité-là. Et je vous laisse le soin de faire un petit calcul. Donc là, vous mettez tout sur la racine. Et vous allez déterminer cette quantité-là. Donc au point O, R égale, au point O, on va déterminer t égale à 0. Donc vous remplacez t par 0, il va vous rester 34 au carré divisé par 576 et vous vérifiez que c'est 8,76. Si t égale à 1,5, vous remplacez ici t par 1,5, vous allez trouver 108. En fait, la trajectoire, je crois, il me semble que j'ai loupé une question. La trajectoire, voilà, elle est comme ça. D'accord? Donc z, x, voilà ce qu'on appelle le sommet de la trajectoire. Et au sommet de la trajectoire, vous avez une vitesse qui est horizontale. Ça veut dire sa projection suivant z égale à 0. Donc pour déterminer cette position-là, x sommet, il faut utiliser v de z égale à 0. Bien. Voilà, peut-être j'ai sauté cette partie-là. Donc, on avait déterminé le vecteur vitesse et le vecteur accélération. On nous dit au sommet de la trajectoire. Donc, vous voyez bien qu'au sommet de la trajectoire, la vitesse, il est tangent à la trajectoire.
Comment on reconnaît le sommet de la trajectoire? La projection de la vitesse sur l'axe z égale à 0. Voilà la relation qu'on utilise. Donc v de z, on a l'expression de v de z, c'est moins 8 fois t plus 4. On pose ça égale à 0 et on détermine le temps. Et si je connais le temps, je remplace dans v de x et je détermine la vitesse. Donc v de x est égal à 3i. Je détermine dans l'expression de la vitesse, pardon. Voilà l'expression, je remplace t ici par 0,5 et vous allez trouver ce terme égal à 0. Il va vous rester 3 fois i. Et bien sûr, l'accélération, elle est constante, quel que soit le point. Maintenant, si l'objectif ou bien le point arrive sur le plan x égale à 0, z égale à 0, vous voyez bien qu'en ce point, z égale à 0. Donc je retrouve pour déterminer par exemple la distance OX, ce qu'on appelle la portée en fait, la portée, ça on va le voir dans le chapitre suivant, la portée de la trajectoire, qui est la longueur maximale où va se déposer cet objet-là. Il suffit de revenir sur l'équation de la trajectoire et poser z égale à 0. Parce que ce point a pour coordonnées x max et z égale à 0. Donc je remplace z par 0 et je factorise par x. Bien sûr, x égale à 0, c'est ce point. Et la deuxième solution, c'est cette position-là. Donc voilà pour cet exercice-là d'introduction à la mécanique. J'ai essayé de rappeler les lois de Newton, repère de Freinet, comment calculer la vitesse et l'accélération de le repère de Freinet. Bon, en général, on vous pose des questions beaucoup plus simples que ça. Bon, il suffit de voir par exemple le sujet de l'année dernière de rattrapage, que je vais corriger, Inch'Allah, demain en direct avec vous à 22h. Voilà, la prochaine donc pour d'autres sujets sur la mécanique. Bon courage et à bientôt.